Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici les grands titres. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a présenté ce mercredi le président de la République, Paul Kagame, à l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Des experts dans le domaine des drones civils sont réunis à Kigali pour évaluer les opportunités que cette technologie qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde peut offrir aujourd'hui. Bienvenue encore une fois à ce journal. Le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, a présenté ce mercredi le président de la République, Paul Kagame, à l'ouverture officielle des travaux de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Et là, qui se tiennent à Kigali, le chef de la primature a indiqué que cette assemblée se déroule au moment où les activités d'intégration des pays membres de l'East African Community accélèrent de manière satisfaisante. Les détails avec Kassim Youssouf. Dans son allocution circonstancielle, le Premier ministre a dit qu'en matière d'intégration des pays membres de la communauté est-africaine, l'on voit notamment des réalisations telles que l'harmonisation des douanes et la facilitation du mouvement des personnes au sein de la communauté est-africaine qui sont déjà fonctionnelles et que les activités d'intégration monétaire sont à un niveau appréciable. Le chef de la primature du Rwanda a fait savoir que les discussions visant l'accélération des projets de développement de la communauté d'Afrique de l'Est vont permettre l'accélération des activités économiques, entraînant parallèlement le développement social. Le Premier ministre a en outre indiqué que le rôle du Rwanda dans l'intégration des pays membres de l'EAC est permanent. La présidente de la Chambre des députés, Donatille Mukabalisa, a souhaité aux parlementaires, membres de l'Assemblée législative de l'EAC, la bienvenue au Rwanda et leur a exprimé sa satisfaction pour avoir participé dimanche dernier aux travaux communautaires au Muganda de fin du mois, au cours duquel ils ont planté des arbres dans le secteur de Masaka en district de Kichukiro. Elle a en outre indiqué que la collaboration des pays membres de la communauté est-africaine est la solution au développement des citoyens. Depuis le 23 novembre, les parlementaires de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine sont au Rwanda et c'est jusqu'au 7 décembre 2023. Les activités de l'Assemblée législative de l'EAC qui normalement se tiennent à Arusha en Tanzanie, se déroule au Rwanda dans le cadre de son programme de décentralisation et c'est pour la deuxième fois qu'elle est présente à Kigali. Des experts dans le domaine de drones civils sont réunis ici à Kigali pour évaluer les opportunités que cette technologie qui prend de plus en plus d'ampleur à travers le monde peut offrir. Jusqu'en 2025, en effet, la contribution des drones dans l'économie mondiale sera de 127 milliards de dollars. Le gouvernement du Rwanda a prioritairement privilégié l'usage de drones dans divers services, dans l'accélération de l'approvisionnement du sang dans les hôpitaux, la pulvérisation d'insecticides dans les marais un peu partout et dans d'autres domaines. Les participants à cette rencontre sont convaincus que les drones sont nécessaires dans la vie du quotidien, raison pour laquelle une politique relative a été mise en place. Une enveloppe d'environ 12 milliards de francs rwandais sera accordée au siège de drones civils, assis en district de Rouillé, c'est en province du Sud, où s'effectueront les essais et où l'école de pilotage de drones sera érigée. Le Rwanda a récemment signé avec l'Agence française de développement des accords de près de 37 millions d'euros, soit environ 41 milliards de francs rwandais qui seront investis dans la technologie de drones. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, a déclaré que la francophonie reste une organisation ouverte au monde et décomplexée pour le bien de la population des pays membres. Madame Mushikiwabo s'exprimait au dernier jour des rencontres économiques à Kigali hier mardi. Nous sommes une contribution à ce monde global. En complément, nous faisons trois choses essentiellement.
Tout d'abord, la langue française qui est notre raison d'être et qui est aussi le ciment entre les différents pays membres, pays et gouvernements membres. Ensuite, la politique. Nous sommes une organisation politique qui a, à l'origine, la francophonie était plutôt une agence de coopération qui était dirigée vers la culture et la langue française et de plus en plus, à partir des années 2000, devenue une organisation multilatérale à part entière, beaucoup plus politique, beaucoup plus attractive aussi pour des pays qui ne sont pas nécessairement à l'origine francophone, juste parce que c'est un bloc de plusieurs pays qui ont une certaine influence, etc. Et donc qui a, avec l'arrivée de M. Boutros-Ghali, qui venait des Nations Unies, a vraiment pris la forme multilatérale intergouvernementale. Et donc, dans tous ces domaines-là, nous apportons un complément. Nous avons des partenariats avec pratiquement tout le monde, dans le monde économique, dans le monde politique. Nous avons des mémorandas d'entente avec l'OMC, avec l'OMS, avec la Commission de l'Union africaine, avec l'Union européenne. Nous avons alors 31 pays sur... l'ensemble du groupe francophone sont des pays africains. Donc plus de la moitié des preneurs de décision à l'OIF sont des pays africains et une majorité aussi des pays de l'Union européenne, 19 pays de l'Union européenne sont aussi membres de notre organisation. Les experts dans le domaine du numérique estiment que l'Afrique doit redoubler d'efforts pour accélérer l'inclusion numérique afin d'assurer au continent un avenir radieux. Ce point de vue est surtout réitéré par Elisabeth Moreno, ancienne ministre française de la parité, de la diversité et de l'égalité des chances. Si on a un secteur du numérique qui offre tellement d'opportunités, mais qu'on n'apprend pas aux parents à apprendre aux enfants comment utiliser ces outils. Si on ne dit pas à nos enfants, attention, si tu mets une photo de toi un peu dénudée, et si tu mets une photo de toi complètement bourrée dans une fête avec des amis, le jour où tu iras chercher du travail, ton patron tapera sur ton nom sur Google, et en fonction de ce qu'il verra, soit il t'embauchera, soit il ne t'embauchera pas. Si les parents ne peuvent pas expliquer ça à leurs enfants, si les jeunes filles ne vont pas vers le secteur du numérique parce qu'elles se disent « ce sont des métiers pour les garçons et pour les hommes et donc je n'y ai pas ma place », ce qui va se passer, c'est que ce monde du numérique, qui est censé être, en fait cette révolution qui est censée être la plus accessible de tous, de toutes, va créer des inégalités mortifères. Je dis bien mortifères. Et c'est pour ça qu'il est important que ce numérique soit le plus inclusif possible, que ce ne soit pas que des pays comme les États-Unis ou comme la Chine qui développent tous les outils et que les autres suivent. C'est pour ça qu'il est important de défendre la souveraineté numérique de chaque pays. C'est pour ça qu'il est important que les blancs, les noirs, les jaunes et les oranges, les verts, que tout le monde soit représenté dans ce secteur du numérique. Et c'est pour ça qu'il est important que nous incitions les femmes à aller vers ce secteur, parce que le numérique, aujourd'hui, occupe tous les espaces de notre vie, du moment où on se lève le matin jusqu'au moment où on se couche le soir. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, ou que ce soit dans le monde professionnel, on l'utilise tous les jours. Que l'on soit femme, que l'on soit homme, on utilise cet outil tous les jours. Et il est donc absolument essentiel qu'il soit le plus ouvert à tous. Ce que j'ai constaté, et j'en terminerai par là, lorsque j'étais patronne de Hewlett-Packard sur le continent, c'est que, mais ça n'est pas que sur le continent, parce que j'ai aussi dirigé Dell au niveau Europe, Middle East et Afrique. En fait, les gouvernements n'ont pas tous compris les enjeux qu'il y a derrière le numérique. Le ministère du numérique aujourd'hui devrait être un ministère régalien. Il devrait toucher l'agriculture, il devrait toucher la santé, il devrait toucher l'éducation, il devrait toucher l'emploi, il devrait tout
toucher. Mais au mieux, ce sont des petits secrétariats d'État ou des petits sous-ministères. Au pire, ils n'existent même pas. Alors si nos gouvernants sur le continent africain ne comprennent pas combien il est important, non seulement de former un maximum de jeunes Africains sur les technologies du numérique, non seulement pour le développer sur le continent, mais aussi pour aider les autres pays. Regardez ce qu'ont fait les Chinois, regardez ce qu'ont fait les Indiens. Les plus grands groupes technologiques aujourd'hui sont dirigés par des Indiens. Eh bien, si nous ne montrons pas à notre jeunesse toutes les opportunités qu'il y a derrière ce secteur du numérique, non seulement notre continent en souffrira, mais les inégalités qui sont déjà grandes aujourd'hui vont devenir explosives demain. Alors, nous retournons au studio. Nous avons le plaisir de recevoir Christian Camaïou. Et il a fait le déplacement ici à Kigali afin d'assister justement aux rencontres économiques de Kigali. Mais ce n'est pas la raison pour cette invitation dans nos studios. Christian Camaïou, bienvenue. Oui. Alors, alors Christian, vous avez eu l'idée géniale, je dirais, de lancer il y a quelques années la publication d'un palmarès de 100 meilleures startups africaines innovantes afin de donner justement un outil efficace aux investisseurs qui veulent investir dans ce secteur. Et pour ce faire, vous avez choisi une destination africaine qui est la ville de Kigali. Alors, première question, pourquoi ce choix de Kigali et pour présenter justement ce classement des 100 meilleures startups africaines? Alors, j'ai choisi la ville de Kigali pour annoncer le lancement de ce palmarès des 100 startups innovantes parce que je considère que le Rwanda représente l'Afrique en miniature. C'est un pays bilingue, d'une part, et d'autre part, on observe qu'il y a énormément d'innovation dans le secteur du numérique et donc l'occasion se prêtait. Je suis au Rwanda, donc j'annonce la sortie de ce palmarès lundi prochain. D'accord. Alors, quels sont les critères, je dirais, de sélection pour être sur cette liste, sur ce classement? Parlez-nous aussi des juges qui participent à cette sélection. Alors, ce que l'on recherche, ce sont des sociétés qui ont démarré leur activité récemment et qui, de par leur innovation, si les entrepreneurs exécutent sérieusement leur business plan, auront un réel impact dans leur pays et au-delà. Ce qui nous intéresse, ce sont des sociétés qui ont démontré une croissance de leur chiffre d'affaires soutenue durant les trois dernières années. Et je pense que le critère le plus fondamental, c'est la qualité des équipes. Et on rencontre des entrepreneurs extraordinaires, ils sont pleins d'idées, ils sont innovateurs. Ils sont innovateurs. Et c'est véritablement, au-delà des entreprises, ce sont surtout ceux qui portent ces entreprises qui nous intéressent. D'accord. Alors, la présentation officielle de ce palmarès, se passera ici à Kigali. Y a-t-il des entreprises rwandaises sur cette liste? Alors, la bonne nouvelle, c'est que sur les 100 startups de ce palmarès, il y a 20 pays qui sont représentés cette année et il y a 2 entreprises rwandaises. D'accord. 2 entreprises rwandaises. Malheureusement, pour le moment, je ne peux pas révéler les noms de ces entreprises. Ce que je peux vous dire, c'est que la première est une start-up dans le domaine du droit, ce qu'on appelle une legal tech, et la deuxième est une start-up dans le domaine de la santé. Voilà. Donc lundi 4 décembre, tous les internautes pourront se rendre sur le site myafricanstartup.com et télécharger gratuitement ce palmarès qui, au fond, en fait, il s'agit d'une brochure. Lorsque l'on parle de palmarès, il ne s'agit pas d'un classement, mais plutôt d'une sélection de 100 entreprises qui, selon nous, représentent la diversité de l'innovation en Afrique portée par les jeunes pousses. Ce que l'on a voulu faire, c'est encourager. Vous avez utilisé le mot outil. On considère qu'un palmarès, c'est avant tout un outil. Pourquoi? Parce que les jeunes entrepreneurs sont très souvent en recherche de financement. Et d'autre part,
ceux qui les recherchent ont souvent du mal à les identifier. Ouais. Et donc, le palmarès, c'est quelque part C'est comme un catalogue. un catalogue qui Ouais. permet à ceux qui ont du patrimoine financier de faire leur shopping. D'investir. Exactement. D'accord. Alors, que devra-t-on retenir de cette édition, de cette année, avec toutes les entreprises qui travaillent dans différents domaines? Alors, je pense que le fait marquant de cette année, c'est un effort que l'on a pu faire concernant l'identification des femmes fondatrices. D'accord. Donc, on a 35%, 35% des entreprises ont une femme soit fondatrice ou cofondatrice. Et ça, pour nous, c'est une grande première. La deuxième chose que l'on peut retenir, concernant les secteurs sur lesquels on a observé beaucoup d'innovation, il y a le secteur de la finance, les fintech, les secteurs du transport et également les secteurs de l'éducation. Au fond, les secteurs qui sont fondamentaux sont des secteurs qui correspondent aux défis rencontrés sur le continent africain. Quand on dit par exemple que le continent africain, c'est un continent sur lequel il y a énormément de problèmes à résoudre, Quelles sont les solutions? Ben voilà, les solutions sont entrepreneuriales. Parce que, oui. au fond, si une personne vous apporte une solution à votre problème, vous serez prêt à acheter son produit ou son service. Alors, quelle sera la sortie? La sortie de ce palmarès, elle sera le 5 décembre, c'est ça? Alors, ce sera le lundi 5 décembre sur le site internet myafricanstartup.com. D'accord. Et c'est surtout un catalogue pour des investisseurs, c'est un catalogue pour des médias, parce qu'il y a des belles histoires entrepreneuriales à raconter. Ouais. Et j'insisterai aussi pour dire que c'est aussi une source d'inspiration pour les jeunes qui ont envie de créer leur boîte. Oui, oui. Voilà, lorsque l'on a envie de créer son entreprise, on ne sait pas forcément Où commencer. où commencer. Et donc, regarder, avoir un panorama de ce qui se fait ailleurs en Afrique en termes d'inspiration, je trouve que c'est formidable. Merci beaucoup, Christian Camaillou. Je rappelle que vous avez créé justement ce palmarès. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation. moi qui vous remercie. Les rencontres économiques sont clos leurs travaux ce mardi, après avoir réuni à Kigali des personnalités de premier plan sur des questions touchant à l'économie, des sujets intéressants sur les enjeux et opportunités de l'économie africaine et sa place dans l'économie mondiale. Ils ont été évoqués. La télévision rwandaise a reçu ce mercredi, il y a juste quelques heures, le professeur Jean-Hervé Lorenzi, président fondateur du Cercle des économistes, le même cercle qui a organisé ces rencontres économiques de Kigali ce lundi 27 et 28 novembre. Le professeur Lorenzi livre au micro de notre collègue Patrick Nilidandi l'enseignement qu'il faut retenir de ces 2 jours à Kigali. D'abord, retenir le fait que ces rencontres étaient formidables. L'accueil des autorités rwandaises et de tous nos partenaires rwandais a été exceptionnel. Au point que l'idée de ne pas refaire une des rencontres de Kigali me paraîtrait absurde. Donc tout ça pour vous dire d'abord le grand plaisir et la grande satisfaction d'avoir mené sur un regard qui est un regard sur l'ensemble des pays africains, 54 pays, une réflexion sur, au fond, la manière dont peut évoluer les économies africaines. Pour les Afriques, en réalité, parce que l'idée de mettre tout ça dans un grand continent, c'est comme, on peut dire, les Europes. Il y a évidemment plusieurs parties. Peut-être 2 ou 3 choses simples. La première, c'est que nous ressortons convaincus que l'avenir économique du monde se jouera en Afrique. Pour des raisons évidentes, 60% des matières premières nécessaires à ce qui va se développer dans le monde est en Afrique ou dans les pays africains. La réalité, c'est une jeunesse exceptionnelle qui, évidemment, va donner un dynamisme, parce que la jeunesse, c'est ce qu'on regrette quand on n'en a plus, et c'est évidemment le dynamisme. Et puis, surtout, le fait que
beaucoup de technologies sont en réalité adaptées en Europe, en Afrique, de manière très, j'allais dire, très en avance. Si je prends par exemple les méthodes de paiement qui sont utilisées dans à peu près tous les pays africains, la manière d'utiliser des méthodes de paiement numérique, c'est beaucoup plus en avance en Afrique qu'en Europe. Donc vous voyez, tout ça permet de penser que à la fois l'avenir est un avenir de croissance. Deuxième aspect, rien n'est facile, bien évidemment, et je reviendrai sur les difficultés. Et troisième aspect, c'est que le monde numérique permet finalement à la fois sur le plan de la formation, mais aussi de la santé, de la croissance, tout ce qu'on peut imaginer, de remettre à zéro tous les grands participants, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, l'Europe et les pays d'Afrique, et leur permet d'envisager finalement d'être à leur tour vraiment, je parle des pays africains, non seulement dans le coup, mais leader sur un ensemble de sujets. Ce mercredi, la communauté baptiste de toute l'Afrique organise une célébration de 4 jours à partir de ce mercredi. C'est un grand événement qui rassemble autour de 1000 personnes venant de partout dans le monde pour fêter 40 ans d'existence de l'AABF. Le révérend pasteur Rick Warren est parmi les invités d'honneur et prédicateurs. Et les participants de cette célébration estiment que c'est une opportunité de renforcer leur fraternité. Être ici comme un invité, vraiment, c'est une bonne chose. Nous sommes venus ici pour célébrer cet anniversaire avec les églises baptistes au Rwanda et au niveau mondial. Nous sommes tellement vraiment contents d'être avec nos frères et sœurs baptistes. Être avec eux, c'est une bénédiction parce que ça nous montre la fraternité, ça nous montre l'unité, ça nous montre la solidarité. Au Rwanda, Kigali, un pays dont nous avons tous rêvé, parler la beauté, tout ça, la propriété du pays, et aussi particulièrement parce que je suis un panafricaniste convaincu, et quand je vois le leadership du pays, comment on parle par rapport à ce qu'on regarde de l'étranger, je suis d'abord très curieux de vivre dans ce pays, c'est ma première fois. Bien, venir au Rwanda pour la première fois est une bénédiction. Et en tant que baptiste maintenant dans le contexte de cette célébration, combien les gens sont merveilleux, beaux, avec le sourire, accueillants, hospitaliers. Et disons, c'est une ambiance bon enfant, de joie. Et je pense qu'ils ont besoin d'être unis. L'unité fera notre force. Mais que ceux qui représentent le Christ soient unis, afin que les diverses animosités, les diverses divisions puissent les dépasser et travailler ensemble pour la grandeur du royaume de notre Dieu qui reviendra un jour nous prendre. La mission de l'AABF est de faciliter la communication, le réseautage et le partenariat entre les églises baptistes afin de promouvoir l'évangélisation, le développement du leadership, l'implantation d'églises et le développement des stratégies d'action sociale coopérative. Et voilà, c'est tout. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision. Et d'ici là, portez-vous bien.